elle? Non, c'est juste une invitée. Une lâche qui a abandonné son unité et s'est enfuie. La voix de mon père a tranché net à travers le doux jazz de la fête de fiançailles. Il ne m'a même pas regardé, alors qu'il me présentait au fiancé de ma sœur, un commandant des Navy SEALS. Mon père a pointé le menton. Il a fait un geste avec son verre de vin dans ma direction, comme si j'étais une tache dégoûtante sur son tapis hors de prix. Il vaut mieux ne pas lui prêter attention, Ethan, a-t-il ajouté. Il remuait le couteau dans la plaie, pendant que les amis de ma sœur cachaient leur sourire en coin derrière leurs mains. Les déchets irresponsables de son espèce. L'armée a bien fait de la jeter à la rue. Ma chair a essuyé des éclats d'obus à Fallujah. Mais le sarcasme froid et désinvolte de mon propre sang m'a transpercé la poitrine bien pire que n'importe quelle balle. Le commandant des SEALS n'a pas souri. Il s'est avancé poliment, m'offrant sa main. Mais à la seconde exacte où ses doigts ont effleuré les miens, frôlant par accident la cicatrice pâle et dentelée sur mon poignet, son corps tout entier s'est figé. Son souffle s'est coupé. Il a relevé la tête brusquement, ses yeux se verrouillant sur les miens, et sa voix a tremblé alors qu'il balbutiait. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, prenez une seconde pour aimer et vous abonner. Mais seulement si cette histoire résonne en vous. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Pour comprendre pourquoi les doigts de ce commandant des SEALS se sont figés sur mon poignet, au milieu d'une pièce bondée, il faut remonter exactement 48 heures en arrière. L'instant précis où mes pneus ont écrasé les graviers de l'allée. J'ai garé mon SUV V8 cabossé devant une maison immaculée, au lac de Bois Blanc, sur la côte de Mendocino. 6 années de déploiement de combat continu. 6 ans à respirer le sable, la sueur et le cuivre. J'ai coupé le moteur. Le silence du brouillard côtier semblait lourd. Je suis sorti, attrapant mon sac de sport tactique et filoché sur le siège passager. Arthur Butler, l'homme que j'étais censé appeler papa, se tenait sur le porche d'entrée. Il portait un pull en cachemire flambant neuf. Le genre qui coûte plus cher qu'un fusil réglementaire. Il n'y a eu aucun bras ouvert, pas le moindre pas en avant. Ses yeux ont fait un balayage lent et clinique. Il a inspecté la boue séchée qui s'écaillait de mes bottes. Il a regardé les empiècements délavés par le soleil sur ma veste. Puis, il a pointé un doigt raide vers le petit chemin étroit, envahi par les mauvaises herbes, qui contournait la maison. « Utilise la porte de derrière », a-t-il ordonné. Son ton était plat. « Ta mère vient de poser une nouvelle moquette pour impressionner la belle famille. Ne ramène pas ta saleté ici. » J'ai serré la sangle en toile de mon sac. Je n'ai pas discuté. J'ai contourné la maison, les graviers crissant sous mes bottes. Banni de la porte d'entrée de ma propre maison, comme un chien errant. J'ai poussé la porte de derrière. La cuisine dégageait une forte odeur d'eau de javel au citron, mêlée à celle de la viande rôtie. Clarabelle se tenait près de l'îlot en marbre. Elle portait une robe en soie crème, qui tombait parfaitement sur sa silhouette. À l'annulaire de sa main gauche, trônait un diamant surdimensionné et aveuglant. Elle s'est avancée, et m'a prise dans ses bras. C'était une manœuvre parfaitement calculée. Elle a tendu le cou, tout en gardant les épaules en arrière. Elle maintenait très exactement 15 cm d'espace vide, pour que sa soie hors de prix ne frôle pas ma veste. À la seconde où elle s'est reculée, son faux sourire s'est évanoui. Elle a baissé la voix, pour la transformer en un sifflement dur. La famille d'Ethan vient dîner ce soir. Ne ramène pas tes conneries militaires sanglantes. Nous sommes des gens cultivés. Assieds-toi calmement dans un coin. Garde le silence, et débarrasse les assiettes quand nous aurons terminé. Elle a fait volte-face. Ses talons de créateur ont claqué sèchement contre le parquet. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai laissé tomber mon lourd sac de sport dans un coin de la cuisine. Mes yeux ont suivi le diamant sur sa main. La façon dont les plafonniers accrochaient cette pierre reflétait le montant exact de ma prime de risque de combat. Cet argent que j'avais transféré ici, 4 ans plus tôt. De l'argent gagné en traînant des marines en sang hors d'une zone de tir. Elle portait ma survie à son doigt. Je suis monté à l'étage, et j'ai poussé la porte de mon ancienne chambre. Il n'y avait plus de lit. Ils avaient abattu les cloisons, arrachant mon enfance pour convertir l'espace. C'était devenu un immense dressing sur mesure pour Clarabelle. Des rangées de vêtements de marque pendaient là où se trouvait mon bureau. L'odeur du bois bon marché et des vieux livres avait été remplacée par un parfum lourd et écœurant.
J'ai donné un coup de pied dans une boîte à chaussures qui traînait, pour faire de la place à mon sac. Le couvercle a sauté. Sous une couche de papier de soie froissé, une épaisse pile de reçus bancaires s'est répandue sur le plancher. Je me suis accroupi. Le froid du sol a traversé mon jean. J'ai ramassé le papier du dessus. Mes yeux ont balayé l'encre noire délavée. C'était le relevé d'un compte d'épargne joint. Il portait mon nom et celui de mon père, et datait d'il y a 10 ans. C'était le compte où je déposais chaque chèque de salaire que je gagnais au salaire minimum. 3 ans à faire des doubles services dans un dîner crasseux. 3 ans de pieds douloureux et de mains brûlées, pour constituer mon fonds d'études. J'ai regardé la colonne des retraits. Le papier affichait un siphonnage total et complet. Solde, 0. J'ai vérifié la date de la transaction. Elle correspondait exactement à la semaine où Clarabelle avait piqué une énorme crise de larmes dans le salon. Elle suppliait notre père de racheter les parts d'une boutique en faillite, pour qu'elle puisse jouer à la femme d'affaires. Mon père n'avait pas juste emprunté mon avenir. Il l'avait volé, pour financer les illusions de ma sœur. Je ne suis pas descendu en hurlant. Je n'ai pas frappé du poing sur l'îlot de la cuisine, ni réclamé justice. Ce genre de réaction hystérique est réservé aux personnes faibles, qui perdent le contrôle de leur périmètre. Un soldat évalue la menace. J'ai pris le relevé bancaire. Je l'ai plié en un petit carré, pressant les plis si fort que mes pouces en sont devenus tout blancs. J'ai glissé le papier dans la poche de poitrine de ma veste de treillis. Je l'ai zippé. Les dents métalliques de la fermeture éclair se sont verrouillées avec un claquement sec. J'ai fait un lent balayage visuel de la pièce. Un sanctuaire de luxe, entièrement bâti sur mon sang et ma sueur volée. Ma mâchoire s'est crispée. J'ai tourné les talons, et je me suis dirigé vers les escaliers. Juste au moment où la sonnette de la porte d'entrée a retenti. Ethan Maddox et sa famille étaient arrivés. Le dîner d'exécution commençait officiellement. Le relevé bancaire reposait à plat contre ma poitrine. Froid et lourd. Attendant la seconde exacte et parfaite pour exploser. La table à manger était un bloc d'acajou de 3 mètres de long, recouvert de lin blanc immaculé. Arthur Butler était fermement assis en bout de table, tel un roi tenant court devant ses sujets. Clarabelle et Ethan occupaient les places d'honneur au centre. Ils étaient flanqués de hauts verres à vin en cristal, de saucières en argent, et d'une énorme et saignante pièce de bœuf rôti. Ma chaise était reléguée dans le recoin le plus éloigné, absolu, de la pièce. J'étais assis si près de la porte battante de la cuisine, que les charnières en laiton frôlaient mon épaule à chaque fois que le personnel apportait un nouveau plat. C'était le siège de l'exil. La place spécifiquement réservée à celui ou celle qui devait se lever, la fermer, et débarrasser les assiettes sales. Arthur dominait la conversation. Il versait du cabernet hors de prix. Il nourrissait les parents d'Ethan d'un régime constant d'absurdités enrobées de sucre. Clarabelle a toujours su exactement ce qu'elle voulait dans la vie, a déclaré Arthur. Il a traîné un couteau à steak cranté à travers son épaisse tranche de bœuf. Le jus rouge a fait une flaque sur son assiette en porcelaine. Il a mâché, avalé difficilement, avant de lancer un regard vers le coin sombre de la table où j'étais assise. Elle est incroyablement stable. C'est une entrepreneuse née. Et surtout, elle ne s'enfuit pas quand les choses deviennent difficiles. Chaque mot sortant de sa bouche était une balle à pointe creuse, braquée droit sur ma poitrine. L'oncle Greg s'est appuyé lourdement contre la table. C'était un homme bruyant, qui gagnait misérablement sa vie en vendant des voitures d'occasion, à 2 villes de là. Il a remonté ses lunettes à monture métallique sur son nez en sueur, et a pointé sa fourchette directement vers mon visage. Alicia, a aboyé l'oncle Greg, en mâchant la bouche ouverte. Toujours en train de traîner d'un état à l'autre. Je croyais que l'armée t'avait jeté à la rue il y a des années. Le bruit ambiant dans la salle à manger est mort d'un coup. Le raclement de l'argenterie contre la porcelaine a cessé. Ethan a levé les yeux. Son morceau de viande est resté en suspens, à mi-chemin de sa bouche. Clarabelle n'a pas manqué une seule seconde. Elle a tapoté négligemment le coin de ses lèvres, avec une serviette en lin plié. Sa voix était douce, travaillée, et dégoulinée d'une fausse pitié préfabriquée. Elle a abandonné son unité l'année dernière, oncle Greg, a déclaré Clarabelle. Elle a regardé la mère d'Ethan, jouant à la perfection le rôle de la sœur tragique et embarrassée. Elle a laissé son équipe derrière elle, dans le sable, pour sauver sa propre peau. C'est un secret de polichinelle en ville. Elle venait de lâcher l'étiquette de déserteuse sur mes genoux,
devant de parfaits inconnus. Dans l'armée, c'est une tâche dont on ne se lave jamais. Arthur a pris une gorgée de vin, lente et délibérée. Il a regardé le mur. Il validait cet assassinat de caractère par son silence absolu. J'ai baissé les yeux vers mon assiette. J'ai posé mon lourd couteau à steak sur la table. Cling. Un seul morceau de métal pointu, heurtant la céramique dure. L'écho a résonné dans l'air lourd. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas défendu. Un soldat entraîné ne gaspille pas de munitions réelles pour tirer sur des leurs bon marché. À la place, j'ai reculé mes épaules. J'ai équilibré ma posture, verrouillant ma colonne vertébrale, droite comme une barre de fer. J'ai levé le menton. J'ai laissé 2 bons centimètres d'espace vide entre ma colonne vertébrale et le dossier de la chaise en bois. J'ai fixé mes yeux sur un point vide du mur, juste derrière la tête d'Arthur, entrant dans un état d'immobilité absolue et inébranlable. Mon silence était épais, lourd, et suffocant. Il s'est abattu en plein milieu de leurs mensonges pathétiques. Les parents d'Ethan m'ont dévisagé, avec un mélange écœurant de confusion et de dégoût poli, typique de la haute bourgeoisie. Mais pas Ethan Maddox. Le commandant des Navy SEALs a lentement baissé la main. Sa fourchette a heurté son assiette avec un bruit sourd. Il ne m'a pas regardé avec pitié. Ses yeux ont changé instantanément. Le gendre civil et poli s'est évaporé. Il a commencé une évaluation tactique de la cible. Ses yeux sombres ont scruté ma géométrie physique. Il a analysé mes épaules larges et relevées. Il a remarqué le rythme rigide et contrôlé de ma respiration. Il a baissé les yeux vers mes mains. Elles reposaient à plat, complètement parallèles sur la nappe blanche. Mes articulations étaient cicatrisées. La peau de mes paumes était couverte d'épaisses callosités jaunes, forgées par des années de friction contre les cordes de rappel en nylon et les poignées de fusil. Un lâche qui craque sous le feu, ne possède pas ce genre de sang-froid terrifiant, face à une pression sociale extrême. La mâchoire d'Ethan s'est verrouillée. Les muscles épais de son cou se sont tendus sous son col. Il a fait le calcul. Et il savait que les calculs qu'on lui servait étaient un mensonge absolu. Arthur a senti la chute soudaine de température. Il a forcé un rire tonitruant et faux à sortir de sa poitrine. Il a tendu la main vers la bouteille de vin, tentant de briser la tension. « Oublions la malchance, mon fils » a crié Arthur, levant son propre verre dans les airs. « Buvons à Clarabelle. Et à l'avenir. » Ethan a pris son verre en cristal. Mais il n'a pas tourné la tête vers Clarabelle. Il a regardé droit devant lui, sur toute la longueur de la grande table. Il m'a regardé directement. Ses yeux ont percé mon crâne, cherchant à en atteindre le fond. J'ai soutenu son regard, sans ciller. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas tressailli, ni détourné la tête. 2 courants distincts et lourds d'hostilité forgés au combat, sont entrés en collision. Juste au-dessus du bœuf rôti et des saucières en argent. Nous étions 2 prédateurs alpha, assis parfaitement immobiles à une table, entourés de proies bruyantes et inconscientes. Ethan a soutenu mon regard. Lentement, délibérément, il a fait un seul et microscopique hochement de tête. C'était un code silencieux. Invisible. Une transmission que seules les personnes ayant traversé les flammes de l'enfer peuvent traduire. Il a baissé la main. Il a reposé son verre de vin rouge, plein, sur la nappe en lin blanc. Il n'en a pas avalé une seule goutte. Le chasseur avait senti l'odeur du sang. Et il se préparait à appuyer sur la détente. L'après-midi suivant, d'épais nuages gris ont englouti le littoral de Mendocino, masquant le soleil. Le vent du Pacifique fouettait les falaises déchiquetées derrière la maison. Il transportait l'odeur acre et piquante de l'eau salée et du varech en décomposition. Clarabelle avait traîné Ethan jusqu'au bord des falaises. Elle voulait prendre des photos, avant la fête de fiançailles formelle de ce soir. J'avais reçu l'ordre de les suivre. Ma mission attitrée était d'agir comme sa mule de bâtiment personnel. Je portais une lourde et immense trousse de maquillage en cuir, pour qu'elle puisse retoucher son gloss entre 2 clichés. Je maintenais une distance d'exactement 30 pas. C'est l'intervalle de sécurité standard, pour une équipe de tireurs d'élite se déplaçant en terrain découvert. De là où j'étais, j'avais un champ de vision dégagé. Et je n'avais pas à faire semblant de sourire. Clarabelle se tenait à quelques centimètres seulement du vide dangereux. Le dos cambré, elle tenait son téléphone haut en l'air. Elle glissait frénétiquement son doigt sur l'écran. Absorbée,
elle appliquait des filtres numériques sur son visage. Elle ignorait l'océan. Elle ignorait l'homme qu'elle était censée épouser. Ethan se tenait à quelques mètres de là. Ses mains étaient enfouies au fond des poches de son manteau en laine sombre. Il avait l'air de s'ennuyer, et semblait incroyablement hors de sa place. Le vent glacial de la côte lui mordait le visage, mais il ne frissonnait pas. Il regardait Clarabelle poser pour un public invisible, les muscles de sa mâchoire tendus. Puis, il lui a tourné le dos. Il s'est éloigné du bord de la falaise, et a marché droit sur la pente, dans ma direction. Ses lourdes bottes en cuir écrasaient l'herbe sèche et morte. Il bougeait avec une intention lente et calculée. La foulée d'un homme habitué à arpenter les distances en territoire hostile. Il s'est arrêté juste à côté de mon épaule droite. Il a laissé exactement 60 cm d'espace neutre entre nous. Il ne m'a pas regardé. Il a gardé les yeux fixés sur l'eau grise et agitée en contrebas. 2010, a dit Ethan. Sa voix était un grondement sourd et rocailleux, presque englouti par le fracas des vagues. Avez-vous fait une rotation en Jordanie? C'était une tactique d'interrogatoire sans faille. Une question apparemment banale, posée sans contact visuel agressif. Conçue pour acculer une cible, et lui couper toute voie de fuite. Il sondait le terrain. Il testait une théorie, qu'il avait très certainement reconstituée à partir de rapports post-action classifiés. Mes doigts se sont resserrés durement sur les poignets en cuir de la trousse de maquillage de Clarabelle. Les muscles de mes avant-bras se sont tendus comme des ressorts. J'ai regardé droit devant moi, vers l'horizon. J'ai servi à beaucoup de coordonnées, commandant Maddox, ai-je répondu. Mon ton était plat, impénétrable. C'est difficile de toutes les garder en tête. J'ai esquivé. Je refusais de remettre mon dossier militaire à un homme, qui s'apprêtait à se marier dans la maison de mensonges d'Arthur Butler. Ethan a laissé échapper une courte expiration sèche. Ce n'était pas tout à fait un rire. C'était le son que fait un homme, lorsqu'il sait qu'il est en train de se faire mentir par un professionnel. Il a pivoté sur ses talons. Il a tourné son corps pour me faire face. Directement et délibérément, il a bloqué le vent côtier avec ses larges épaules. À cette seconde précise, une rafale de vent massive et violente a balayé la falaise. Elle a attrapé le tissu ample de ma veste de treillis. Le courant d'air a violemment poussé ma manche gauche vers le haut, remontant la lourde toile bien au-delà de mon coude. Mon poignet gauche s'est retrouvé complètement exposé à la dure lumière du jour. Courant horizontalement sur la peau pâle de mon avant-bras, il y avait une cicatrice épaisse et brutale. Ce n'était pas une ligne chirurgicale nette. C'était une masse irrégulière et boursouflée de tissu blanc, mâché et déchiré. Elle ressemblait aux dents brisées d'une lame de scie. C'était le reçu physique et permanent d'une nuit passée dans un enfer pur. La nuit où un bâtiment en béton s'est effondré. J'ai dû utiliser mes mains nues, pour tirer un câble de treuil industriel rouillé à travers les décombres en feu. Tout ça pour sortir 6 marines piégées de la zone de mort. Les fibres d'acier avaient déchiqueté mes gants tactiques, et m'avaient entaillé jusqu'à l'os. Les yeux d'Ethan se sont baissés. Son regard s'est verrouillé sur mon poignet, comme un système de visée laser. Chaque micro-mouvement de son corps s'est figé. Sa respiration s'est coupée, bloquée dans sa gorge. Ses pupilles se sont contractées, devenant de minuscules points noirs. Il a reconnu la texture de la chair endommagée. On n'obtient pas une telle cicatrice en glissant dans une cuisine. On ne l'obtient pas dans un banal accident de voiture civile. Ce motif mutilé bien spécifique, n'appartient qu'aux câbles de sauvetage militaire de qualité industrielle. Ceux qui déchirent le muscle humain, sous une tension extrême. Avant que je ne puisse tirer sur ma manche pour la cacher, une voix aiguë et essoufflée a brisé la lourde tension. Tante Alice gravissait péniblement le chemin de terre derrière nous. Elle se frictionnait le bas du dos. Son visage était rouge à cause de la montée abrupte. Elle se plaignait bruyamment, à qui voulait l'entendre. Franchement, nous traîner tous dehors dans ce froid glacial, a gémi tante Alice, en haletant lourdement. Elle s'est arrêtée à quelques mètres de là, foudroyant le dos de Clarabelle du regard. Puis, elle a laissé échapper un lapsus mortel de sa bouche. Agissant comme si je ne savais pas que ton père a caché la médaille de combat d'Alicia dans le grenier. À Dieu ne plaise que quelqu'un fasse de l'ombre à la précieuse Clarabelle pendant un week-end de fête. Le vent a semblé s'arrêter net. Clarabelle a fait volte-face. Son smartphone hors de prix a glissé, manquant de tomber de ses doigts manucurés. Le vent a soufflé ses cheveux sur son visage,
révélant un masque de panique absolue et non filtré. Elle a réalisé que tante Alice venait de faire exploser une mine terrestre. Clarabelle a bondi en avant, ses talons s'enfonçant profondément dans la terre côtière. Elle a agité les bras. Désespérée, elle essayait de crier plus fort que la vieille femme, pour changer de sujet avant que les dégâts ne soient irréversibles. Mais elle est arrivée trop tard. Ethan se tenait parfaitement immobile, sur l'herbe morte. Il a lentement tourné la tête. Il a regardé Clarabelle. Le regard poli et distant d'un fiancé tolérant avait complètement disparu. Ses yeux étaient froids, creux, et aussi tranchants qu'un rasoir droit. Il ne l'a pas regardée comme une future épouse, mais comme une entité hostile. Puis, il a lentement ramené son regard vers moi. Il a fixé la cicatrice blanche et irrégulière sur mon poignet, avant de me regarder droit dans les yeux. Le mur de mensonges, qu'Arthur et Clarabelle avaient mis 10 ans à construire, s'est réduit en poussière dans l'esprit du commandant des SEALS. La vérité était désormais pleinement armée, son compte à rebours lancé, prête à exploser lors de la fête de fiançailles ce soir-là. Le plafond du salon était embrasé par la lumière crue de 3 immenses lustres en cristal. La fête de fiançailles noyait ses invités dans l'odeur suffocante du parfum Chanel capiteux, de l'ail rôti, et dans le tintement aigu et constant des flûtes à champagne. J'ai refusé de me tenir au centre de la pièce. J'ai battu en retraite dans le coin le plus sombre, près des portes-fenêtres du balcon. J'ai pressé mes omoplates à plat contre le mur de plâtre froid. Sous cet angle, mes angles morts étaient couverts. J'avais une ligne de vue dégagée, sur chaque corps en mouvement dans la pièce. Les amis de Clarabelle se sont regroupés, à 5 pas de là à peine. Elles n'arrêtaient pas de lancer des regards embillés dans ma direction. Elles élevaient délibérément la voix, par-dessus la musique jazz. Regardez-la, plantée là comme une sorte de charpentière sans abri, a ricané une femme moulée dans une robe rouge étroite. Elle a plus de 30 ans, et elle continue de traîner sans but. Une autre femme, alourdie par d'épais colliers en or, a laissé échapper un rire sec et moqueur. C'est la vraie sœur de Clarabelle. J'ai entendu dire qu'elle s'était fait virer de l'armée pour désertion. Elle s'est enfuie comme une lâche, quand les choses sont devenues trop réelles. Des déchets pareils, ça ne fait que prendre de la place. J'ai porté un gobelet en plastique, rempli d'eau du robinet, à ma bouche. Ma gorge était sèche comme un os. J'ai avalé l'eau tiède, et j'ai gardé les yeux fixés devant moi. Clarabelle a glissé vers son groupe d'amis. L'ourlet de sa robe en soie crème a brièvement traîné sur le bout taché de bout de ma botte tactique. Elle tenait une nouvelle coupe de champagne. Elle posait sa main gauche sur sa clavicule, pour que les lumières du plafond accrochent l'énorme diamant à son doigt. Au lieu de faire taire ses rumeurs cruelles sur son propre sang, Clarabelle a poussé un long et lourd soupir. Elle a affiché une expression de profond chagrin préfabriqué sur son visage. « S'il vous plaît, ne soyez pas si dur avec elle », a déclaré Clarabelle. Sa voix dégoulinait de fausse sympathie. Elle est pathétique, vraiment. Notre famille a tellement essayé de l'aider. Nous avons payé des thérapeutes. Nous avons essayé de lui trouver un travail normal. Mais sa nature est tout simplement égoïste. Elle ne sait que s'enfuir quand la vie devient difficile. Le mensonge absolu est sorti de sa bouche, comme de l'huile renversée. Les femmes autour d'elle ont haleté de pitié. Elles ont tapoté l'épaule de Clarabelle. Elles l'ont félicité d'être une petite sœur si généreuse et si accablée, forcée de s'occuper d'une sœur toxique. J'ai baissé mon gobelet en plastique. Je l'ai posé sur le rebord en bois de la fenêtre. Mes doigts se sont recroquevillés sur le bord du bois. Mes ongles se sont enfoncés dans le vernis, jusqu'à ce que les jointures de mes articulations craquent. Un homme grand et trapu s'est détaché de la foule. Il a marché d'un pas lourd directement vers mon coin. Je l'ai reconnu. C'était l'un des partenaires immobiliers locaux d'Arthur. Son visage était rouge vif. Il irradiait l'odeur aigre du whisky bon marché et de la fumée de cigare. Il s'est arrêté à 60 centimètres de moi, et a pointé un gros doigt charnu directement sur mon visage. « Tu es une honte absolue », a aboyé le gros homme. De la salive a volé de sa lèvre inférieure. « Tu laisses ton unité mourir dans la poussière. Et ensuite, tu traînes ta pitoyable personne jusqu'ici, pour vivre au crochet de ton père. Tu ne devrais même pas être dans cette pièce. Tu salis la soirée spéciale de Clarabelle. » Les bavardages futiles autour de la pièce sont morts instantanément. Les invités ont reculé d'un pas collectif, formant un large cercle. Ils attendaient que je craque.
Il voulait des larmes. Il voulait me voir courir par la porte de derrière, rongé par la honte. J'ai regardé par-dessus l'épaule du gros homme. Arthur se tenait juste à côté du minibar. Il a vu toute la confrontation. Il a établi un contact visuel direct avec moi. Et puis, mon père a lentement tourné le dos. Il a attrapé une pince en argent, et a pris un cube de cheddar affiné. Mon propre père se tenait là, mâchant sa nourriture, laissant un étranger ivre exécuter publiquement sa fille. Le gros homme a fait un autre pas agressif en avant. Il a levé sa lourde main, avec l'intention de me bousculer violemment à la poitrine. Je n'ai pas tressailli. J'ai ralenti ma respiration. J'ai déplacé mon poids, abaissant mon centre de gravité dans une position de combat solide. Ma main droite s'est contractée. J'étais prête à attraper son poignet, à casser son articulation vers l'intérieur, et à projeter sa lourde carcasse directement sur le parquet. Mais, avant même que ses doigts moites ne puissent effleurer le tissu de ma veste, un bruit assourdissant a brisé la pièce. Fracas. Une lourde flûte à champagne en cristal a été claquée violemment sur le comptoir en marbre, juste à côté de l'oreille du gros homme. Le verre ne s'est pas brisé, mais la force brutale de l'impact a résonné comme un coup de feu. Le gros homme a sursauté, retirant sa main d'un coup sec. Il a fait volte-face, son visage empourpré se vidant soudainement de ses couleurs. Ethan Maddox se tenait là. Le commandant des Navy SEALS s'était matérialisé à partir de rien. Il s'est interposé directement entre l'homme ivre et moi. Ethan a reculé ses larges épaules, transformant son corps en un mur massif de muscles solides. Il a complètement coupé la ligne de vue du gros homme sur moi. Le sourire poli du civil avait entièrement disparu. Le regard dans les yeux du commandant était de la pure violence, sans aucune altération. C'était le regard vide et mort d'un homme tenant un fusil, attendant la fraction de seconde exacte et parfaite pour appuyer sur la détente. Arthur a remarqué la chute soudaine de température. Il a jeté son cube de fromage sur le plateau d'un serveur qui passait, et s'est frayé un chemin à travers la foule d'invités rassemblés. Au lieu de jeter le gros homme ivre hors de la maison pour avoir attaqué sa fille, Arthur s'est glissé entre nous. Il a tapoté l'épaule du gros homme, riant de l'agression comme s'il s'agissait d'une blague inoffensive dans un bar minable, et l'a doucement repoussé dans la foule. Puis, Arthur s'est tourné pour faire face à Ethan. Arthur a plaqué un large sourire diplomatique et faux sur son visage. Il a tendu le bras, avec l'intention de l'entourer autour des épaules de son futur gendre, pour calmer le jeu. Ethan a repoussé la main d'Arthur d'une claque. Ce n'était pas un geste de refus poli. C'était un rejet dur et sec. Le blocage physique a été si rapide et si violent, que le faux sourire a instantanément fondu du visage d'Arthur. La pièce entière est devenue silencieuse comme une tombe. On pouvait entendre la glace fondre dans les verres à cocktail. Humilié devant ses partenaires commerciaux locaux, Arthur a paniqué pour reprendre le contrôle de son propre salon. Il avait besoin d'un bouc émissaire pour détourner l'attention. Il avait besoin de quelqu'un pour absorber les dégâts. Et il m'a choisi. Arthur a fait volte-face. Il a pointé un index raide directement sur mon visage, relevant le menton pour affirmer sa domination. Elle? Non, c'est juste une invitée. Une lâche qui a abandonné son unité et s'est enfuie. Sa voix était forte, rebondissant sur le haut plafond. Il ne m'a même pas regardé dans les yeux, alors qu'il prononçait la sentence. Il vaut mieux ne pas lui prêter attention, Ethan, a ajouté mon père. Son ton était tout à fait désinvolte. Il parlait de moi comme d'un vieil appareil électroménager cassé, posé sur son trottoir. Les déchets irresponsables de son espèce. L'armée a bien fait de la jeter à la rue. C'était le dernier coup de couteau. Le coup de grâce, porté par l'homme dont le nom figurait sur mon acte de naissance. Je n'ai pas bougé. J'ai verrouillé ma mâchoire, si fort que mes os ont craqué. Je n'ai pas cligné des yeux, et je n'ai absolument pas laissé une seule larme franchir la ligne de flottaison de mes yeux. Cette chair a essuyé des éclats d'obus brûlants, au milieu d'une rue en flammes à Fallujah. J'ai arraché des éclats d'obus de ma propre jambe sans pleurer. Mais le sarcasme froid et désinvolte de ma propre chair et de mon propre sang, a déchiré ma poitrine bien pire que n'importe quelle balle que je n'ai jamais reçue outre-mer. Le commandant des SEALS n'a pas souri. Il n'a pas ri avec la foule nerveuse. Ethan s'est avancé. Il a tendu la main droite et a saisi mon poignet. Son intention était de me tirer physiquement derrière ses larges épaules, pour me protéger de la pièce.
Mais à la seconde exacte où ses lourds doigts se sont enroulés autour de mon poignet, ils ont frôlé par accident la cicatrice pâle et dentelée, cachée sous le poignet de ma veste. Sous la lumière éblouissante et directe des lustres en cristal, la coupe brutale en dents de scie du câble de treuil rouillé était pleinement éclairée. La texture du muscle déchiré, et de la survie, était là, à découvert. Le corps entier d'Ethan s'est figé. Ses muscles sont devenus complètement rigides. Le rythme régulier de sa respiration s'est coupé, bloqué dans sa gorge. Il a relevé la tête d'un coup sec. Il m'a regardé directement dans les yeux. Pas avec pitié. Pas avec colère. C'était un choc absolu et non filtré. La voix du commandant des SEALS a tremblé. Elle a à peine fendu le silence de la pièce. « Madame » a-t-il balbutié. Sa poigne sur mon poignet se resserrant. « Êtes-vous la panthère noire du corps des marines ?» La famille est censée être la première ligne de défense, mais parfois, ce sont eux qui tiennent le couteau le plus aiguisé. Si vous avez déjà dû guérir en silence d'une blessure causée par votre propre chair et votre propre sang, cliquez sur le bouton j'aime de cette vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous et tapez simplement « Je comprends ». Tu n'es pas seul. Arthur a froncé les sourcils. Ses sourcils épais se sont froncés dans une confusion totale. Il a regardé Ethan comme si le commandant venait de parler une langue étrangère. « De quoi diable parles-tu, Ethan » a ricané Arthur, agitant la main d'un geste de mépris. Elle n'a pas d'indicatif d'appel. C'est une employée de bureau qui n'a pas supporté la pression. Ethan n'a pas lâché mon poignet. Il a lentement tourné la tête. Il a regardé droit dans le visage de l'homme, qui était censé devenir son beau-père. Le regard mort et vide était de retour. Mais cette fois, une vague sombre et lourde d'hostilité de combat pur brûlait derrière ses yeux. Vous. La voix d'Ethan est descendue d'une octave. Elle était tranchante et mortelle, coupant droit dans la poitrine de l'hypocrite qui se tenait devant lui. Que savez-vous exactement de ce déploiement, qui vous donne le droit d'ouvrir la bouche et de la juger? Arthur a eu un mouvement de recul physique. Il a trébuché d'un pas en arrière, la couleur fuyant complètement son visage. Il a balbutié, regardant autour de la pièce, cherchant n'importe quel type de renfort. Je l'ai entendu de sa sœur, a étouffé Arthur. Ethan l'a coupé. La voix du commandant des SEALS a rugi dans le salon comme un coup de tonnerre. Faites venir le sergent-chef Miller ici. Tout de suite. La foule de costumes coûteux et de robes en soie s'est écartée comme de l'eau morte. Depuis l'autre côté du minibar, un homme plus âgé s'est avancé, dans la lumière crue des lustres. Ses cheveux étaient d'un blanc éclatant, coupés très ras. Le sergent-chef Miller. L'invité d'honneur. L'oncle d'Ethan. Il marchait avec une lourde boiterie délibérée. Épinglée sur le sein gauche de sa veste de costume sur mesure, se trouvait une pile de décorations militaires. À chaque pas lent et traînant, le métal lourd des médailles cliquetait. Clac, clac, clac. Cela résonnait comme le marteau d'un juge, s'abattant dans une salle d'audience silencieuse comme la mort. Arthur a paniqué. La couleur a déserté son visage. Il s'est précipité en avant. Il a courbé les épaules, essayant de rétrécir sa posture pour paraître inoffensif. « Sergent-chef, je vous en prie. Ce n'est qu'un malentendu familial ridicule. Juste une rivalité fraternelle. Ne vous donnez pas cette peine. » Miller ne l'a même pas regardé. Il est passé droit devant Arthur, comme si l'homme était un meuble bon marché. Miller s'est arrêté à 60 cm de moi. Il a fait reposer son poids lourd, sur son épaisse canne en bois. Ses vieux yeux bleus délavés se sont plissés, dans un regard féroce. Il a scruté la ligne cicatrisée de ma mâchoire. Mes épaules droites. Et la peau exposée et mutilée sur mon poignet. « Commandant Maddox » a dit Miller. Sa voix était profonde, raclant comme du papier de verre sec à travers la pièce silencieuse. « Vous m'avez fait appeler. » Ethan n'a pas quitté mon père des yeux. Mais il a pointé le menton, vers la foule d'invités bouche bée qui se cachaient près des murs. « Sergent-chef » a dit Ethan, d'une voix froide et plate. « Je vous prie de dire aux civils dans cette pièce, ce que vous savez de l'opération Méridian. » Le salon tout entier a cessé de respirer. Miller a changé sa prise sur la canne. Il a regardé la foule de gens riches et mous, avec un dégoût absolu. C'était une mission de sauvetage suicidaire, a déclaré Miller.
Il parlait lentement, s'assurant que chaque mot atterrisse comme une brique. Il y a 3 ans, une structure en béton s'est effondrée sur une force opérationnelle interarmée, dans une zone hostile. L'ordre d'évacuation a été donné. Mais un officier féminin des marines a refusé l'ordre de repli. Elle est restée derrière. Dans la zone de mort. Elle a utilisé ses mains nues pour tirer un câble de treuil industriel rouillé à travers le béton en feu. Elle a sorti 6 opérateurs spéciaux américains des décombres, pendant que le toit s'effondrait sur elle. La glace dans le verre d'Arthur a craqué. Ethan a gardé une voix parfaitement égale. Qui vous a donné ces renseignements? Le sergent-chef Miller a hoché la tête. Un mouvement sec et définitif. Le colonel Harker. Il a dit que les hauts gradés ont essayé de lui épingler une Navy Cross sur la poitrine, mais elle a refusé la cérémonie publique. Elle a gardé son identité secrète pour protéger les agents de renseignement locaux. Qui l'ont aidé à survivre cette nuit-là? Le colonel ne la connaissait que sous un seul indicatif d'appel, Panthère Noire. La seule opératrice de ce secteur, prête à échanger sa propre vie pour celle de son équipe. Le sang a complètement fui le visage de Clarabelle. Elle est devenue d'un blanc cadavérique et maladif. Elle a réalisé que les projecteurs n'étaient plus braqués sur elle. L'attention, la pitié, le centre de la scène. Tout cela lui glissait entre les doigts pour toujours. Elle s'est précipitée en avant, agitant follement les bras. Sa voix s'est brisée, dans un hurlement aigu et hystérique. Ce vieil homme ment, a hurlé Clarabelle, pointant un doigt tremblant vers Miller. Son maquillage coûteux avait l'air grotesque, étiré sur son visage paniqué. Elle n'est qu'une gratte-papier. C'est une lâche qui s'est enfuie. Tout le monde le sait. Ne les écoutez pas. Elle a fait volte-face, désespérée. Elle a tendu la main, et a enfoncé ses ongles manucurés dans la manche de la veste d'Ethan. Ethan, bébé, s'il te plaît, jette-la dehors. Elle gâche notre soirée. Ethan s'est arrêté. Il a baissé les yeux vers la main qui griffait sa manche. Il n'a pas crié. Il ne l'a pas frappé. Il a tendu sa main droite. Il a pincé le poignet de Clarabelle entre son pouce et son index. Il l'a empoignée comme si elle était un asticot malade, sorti tout droit d'une poubelle. Il a serré juste assez fort pour la faire halter. Il a décollé ses doigts de sa veste, et l'a repoussée en arrière. Clarabelle a trébuché, ses talons chers se prenant dans le tapis perçant. Elle a failli s'écraser contre la table basse. Ses riches amis ont plaqué leur dos contre le mur. Personne n'a dit un mot. Personne n'a bougé pour l'aider. Arthur serrait sa poitrine, cherchant son air comme un poisson mourant. Sa façade était totalement détruite. Ethan s'est avancé, coupant l'espace entre moi et le reste de la pièce. Il a positionné son corps pour me protéger complètement des débris toxiques de la famille Butler. La distance entre nous s'est évaporée. Ce n'était plus un salon civil. C'était l'espace sacré, isolé, partagé uniquement par 2 soldats qui connaissent l'odeur exacte d'un convoi en feu. Ethan m'a regardé droit dans les yeux. Sa voix a résonné à travers la grande pièce silencieuse. Il n'y avait plus le moindre doute dans son ton. Seulement un respect militaire rigide et absolu. Major Alicia Butler. Il a redressé les épaules. Faisiez-vous partie de l'opération Méridian? Je n'ai pas justifié mon existence. Je n'ai pas gaspillé mon souffle à expliquer le sang que j'avais versé, aux parasites qui se terraient derrière lui. Je me suis mise au garde-à-vous strict. J'ai gardé le menton haut. J'ai regardé directement le commandant des SEALS dans les yeux, et je lui ai fait un seul signe de tête. À la seconde exacte où mon hochement de tête est tombé, toute la pression atmosphérique du salon a changé. Cela s'est passé en une fraction de battement de cœur. Ethan Maddox ne s'est pas contenté de se redresser. Sa façade civile s'est entièrement consumée. Il ne restait plus qu'un opérateur de palier 1 à sa place. Il a reculé ses larges épaules, étendant sa poitrine à sa capacité maximale absolue. Sa colonne vertébrale s'est redressée d'un coup sec, se verrouillant, rigide comme une lame d'acier. Il a fait un demi-pas en arrière, délibéré. Il a créé un périmètre clair et respectueux entre nous. Clac. Ses lourds talons en cuir ont claqué l'un contre l'autre. Le son net et violent du claquement de bottes a tranché le silence de mort de la fête de fiançailles, comme un coup de fusil. Le bras droit d'Ethan s'est levé d'un coup sec, décrivant un arc parfait et serré. Le bord de sa main s'est verrouillé fermement contre sa tempe droite. Juste là.
Debout sous les lustres en cristal étincelant, dans un salon civil d'une richesse obscène. Le commandant des Navy SEALS a adressé un salut militaire complet et rigide, directement à la femme que sa future belle famille venait de traiter de lâche. Il n'était pas seul. Juste derrière lui, le sergent-chef Miller a exécuté exactement le même mouvement. Clac. Les bottes du vieil homme ont heurté le parquet. Il se tenait au garde-à-vous parfait, malgré sa mauvaise jambe. Sa main était collée à son front. Sa poitrine, alourdie par ses médailles de combat. « Bonsoir, Major. » La voix d'Ethan était un grondement sourd et lourd. Elle a résonné à travers la pièce, avec une révérence absolue et indiscutable. Fracas. La flûte à champagne en cristal a glissé entre les doigts tremblants de Clarabelle. Elle a percuté le sol en marbre, et a explosé en éclats tranchants. Le vin mousseux a éclaboussé ses mollets nus. Il a imbibé ses talons de créateur, et ruiné le tapis persan hors de prix. Elle n'a même pas cligné des yeux. Sa bouche est restée béante. Son visage parfaitement profilé s'est tordu en un masque d'horreur pure et absolue. Arthur a physiquement trébuché en arrière. Sa hanche a heurté violemment le bord tranchant de la table basse en acajou. Il a agrippé le bois à s'en faire blanchir les jointures, juste pour garder l'équilibre. Ses yeux exorbités sortaient de son crâne. Pendant 10 longues années, Arthur Butler avait méticuleusement construit un mensonge. Il avait traîné mon nom dans la boue, pour faire passer sa plus jeune fille pour de l'or aux yeux de ses amis de la haute société. Et maintenant, tout ce mur d'ordures s'effondrait en temps réel. Il l'enterrait vivant, devant ses partenaires commerciaux les plus importants. Ethan a maintenu le salut pendant 3 longues secondes. Un signe de respect ultime. Puis, il a baissé la main. Il l'a ramené à ses côtés d'un coup sec, et a pivoté brusquement sur ses talons. Il a fait face à la foule de civils riches et béats. Le silence dans la pièce était suffocant. Il a pointé un doigt épais et ferme, directement sur moi. Si elle n'avait pas été dans ce secteur, a aboyé Ethan, sa voix remplissant chaque recoin sombre de la pièce, la moitié de ma force opérationnelle serait rentrée à la maison dans un avion cargo. Dans des sacs mortuaires noirs. Le gros homme qui avait essayé de m'agripper plus tôt, s'est physiquement recroquevillé contre le mur. Ethan a fait un pas en avant, balayant du regard les invités terrifiés. Elle a refusé qu'on lui épingle publiquement une médaille. Parce qu'elle voulait protéger les agents de renseignement locaux, qui ont risqué leur peau pour nous garder en vie. Méridian n'était pas une désertion. C'était un sauvetage suicidaire. Ethan a braqué son regard sur mon père. Il a avancé, réduisant la distance. Arthur a plaqué son dos contre le minibar, renversant une rangée de verres à shot. C'est uniquement grâce à elle que mes hommes respirent l'air américain aujourd'hui, a grondé Ethan, sa voix vibrant d'une intensité mortelle. Et les gens dans cette pièce. Les gens qui sont restés plantés là, et qui ont piétiné son nom. Vous n'êtes même pas digne de cirer ses bottes de combat. Plusieurs femmes dans la foule ont halté, portant les mains à leur bouche. Les regards dégoûtés et accusateurs qu'ils m'avaient lancés toute la soirée ont soudainement changé de direction. Toutes les paires d'yeux dans la pièce se sont transformées en poignards, braqués droit sur Arthur et Clarabelle. L'exécution sociale s'était officiellement inversée. Arthur a levé les 2 mains en l'air. Il transpirait abondamment, son visage pâle et luisant. Il avait l'air pathétique. Un rat acculé, essayant de négocier avec un peloton d'exécution. « Ethan, s'il te plaît. Tu dois comprendre, » a supplié Arthur. Sa voix s'est brisée, aiguë et faible. J'essayais juste de maintenir la paix dans cette maison. Clarabelle est fragile. Elle avait besoin de confiance. Je devais la protéger pour qu'elle ne se sente pas incompétente. Ethan a laissé échapper un petit rire sec. C'était un son creux et terrifiant, qui m'a hérissé les poils sur les bras. Vous l'avez protégé, a répété Ethan. Il s'est avancé, entrant directement dans l'espace personnel d'Arthur. Vous avez choisi de détruire complètement l'honneur d'un marine. Votre propre chair, votre propre sang. Tout ça juste pour dissimuler à quel point la plus jeune est pathétique. Ethan a plongé la main dans la poche intérieure de sa veste de costume. Il en a sorti une petite boîte carrée en velours. La bague de fiançailles. Le ticket d'or sur lequel Arthur avait misé, pour élever le statut social de sa famille et garantir son avenir financier. Ethan ne l'a pas rendu poliment. Il l'a jeté.
La boîte en velours a heurté le solide comptoir en marbre avec un bruit sourd et définitif. Elle a glissé rapidement sur la pierre lisse, renversant une carafe en cristal, avant de percuter violemment un seau à glace en argent. Je ne me marie pas dans une maison remplie de traîtres, a déclaré Ethan. La pièce est restée figée dans un état d'animation suspendu. Puis, la rage narcissique a finalement brisé le silence. Il n'y a eu aucune excuse. Il n'y a eu aucune prise de conscience soudaine, aucune culpabilité ou honte pour avoir menti sur un sauvetage militaire. Clarabelle a planté le talon aiguille pointu de sa chaussure de créateur, directement dans le verre brisé de sa flûte à champagne. Le cristal cassé s'est écrasé dans le tapis perçant hors de prix, avec un craquement écœurant et violent. C'était censé être ma soirée, a hurlé Clarabelle. Sa voix n'était ni triste, ni brisée. C'était le hurlement perçant et aigu d'un sentiment d'exigence pure et déséquilibré. Elle a griffé la jupe de sa robe en soie crème, froissant violemment le tissu coûteux. Elle a pointé un doigt manucuré tremblant, directement sur mon visage. Du mascara noir coulait sur ses joues, en traînées épaisses et hideuses. Pourquoi faut-il toujours que tu viennes ruiner ma vie? Tu détruis absolument tout ce que tu touches. C'était la pourriture ultime d'une enfant gâtée, exposée au grand jour. Elle ne ressentait pas la moindre once de remords pour avoir étiqueté sa propre sœur de déserteuse. Elle se fichait éperdument que j'ai failli me vider de mon sang, sous l'effondrement d'un bâtiment en béton. Elle était simplement enragée que quelqu'un d'autre lui ait volé la vedette. Le petit groupe de ses amis riches et prompts au jugement a reculé d'un pas collectif. La fausse pitié qu'elles avaient ressentie pour elle il y a 5 minutes, s'était complètement évaporée. Elles ont regardé Clarabelle avec un dégoût brut et sans filtre. Elle reculait devant un animal enragé. Elle réalisait que la comédie de la douce petite sœur accablée n'était rien d'autre qu'un masque psychotique. Arthur est sorti de son choc léthargique. Il a vu son ticket d'or partir en fumée juste sous ses yeux. Il s'est précipité en avant. Il a tendu les mains. Il a désespérément agrippé les revers de la veste de costume sur mesure d'Ethan. Ethan, attends. S'il te plaît, écoute-moi. Tu ne comprends pas, a supplié Arthur. Son visage était luisant d'une sueur grasse. Il respirait lourdement. Sa poitrine se soulevait sous son pull en cachemire flambant neuf. Cette maison a des pressions. Des attentes financières. Je l'ai fait uniquement pour protéger la réputation de la famille. Clarabelle avait besoin de confiance pour assurer ses affaires. Elle a besoin de stabilité. Je devais la protéger. Tu comprends comment le vrai monde fonctionne. Ethan n'a pas argumenté. Il a levé les bras d'un coup sec. Il a brisé la prise d'Arthur en une fraction de seconde, et a repoussé l'homme plus âgé en arrière. La force physique a fait trébucher mon père sur le parquet. Son dos a heurté le bord en bois du minibar, avec un choc lourd et douloureux. Protégé, a grondé Ethan. Il a craché le mot comme si c'était du poison sur sa langue. Il a fixé Arthur avec un niveau de mépris froid, habituellement réservé aux combattants ennemis. Vous avez volé le dossier de combat d'un marine. Vous avez écrasé l'honneur de votre propre chair et de votre propre sang. Juste pour dissimuler la réalité pathétique et vide de cette maison. Vous traitez vos enfants comme des comptes bancaires. Et des accessoires sociaux. Un homme comme vous ne mérite même pas qu'on l'appelle père. De l'autre côté du salon, la famille Maddox s'est levée dans une harmonie parfaite et silencieuse. Le sergent-chef Miller n'a pas prononcé un seul mot. Il s'est simplement retourné. La lourde pointe en bois de sa canne a frappé le parquet. Tchac. Il a mené tout le côté de la pièce réservée aux mariés, directement vers le couloir d'entrée. Ils ont bougé avec une précision militaire et silencieuse. Ils n'ont pas fait de signe de la main. Ils n'ont pas offert d'au revoir poli. Ils n'ont même pas jeté un regard à la famille Butler en sortant. Ethan a baissé les yeux vers Clarabelle. Elle s'était effondrée à genoux, sanglotant violemment, ses mains déchirant les fibres tressées du tapis. Je préférerais être déployé dans une zone de combat hostile, à main nue. Plutôt que d'épouser une traîtresse impitoyable comme vous, a déclaré Ethan. Sa voix était morte et creuse. Il lui a tourné le dos. La petite boîte en velours, contenant la bague de fiançailles en diamant, est restée abandonnée sur le comptoir en marbre froid. C'était la fin absolue de la mine d'or, qu'Arthur avait passé 10 ans à essayer de creuser. Ethan a marché dans le couloir. La lourde porte d'entrée en chêne a claqué. Le bruit a résonné sous les hauts plafonds,
comme la porte d'un coffre-fort se verrouillant définitivement. La fête de fiançailles s'était officiellement transformée en cimetière. La panique s'est installée immédiatement. L'oncle Greg, et le reste des partenaires commerciaux locaux, sont sortis discrètement par les portes arrière. Ils ont bougé vite, gardant la tête baissée. Désespérés d'éviter le rayon de l'explosion de la réputation ruinée d'Arthur. Pas une seule personne n'a osé établir un contact visuel avec moi. Arthur s'est effondré sur le sol, enfouissant son visage dans ses mains. Il marmonnait pour lui-même des phrases inutiles et décousues. Il pleurait la perte de son statut social. Je suis resté parfaitement immobile dans mon coin. J'ai balayé du regard les décombres du salon. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas ressenti le besoin de crier, d'exiger des excuses, ou de réclamer les milliers d'euros qu'il avait volés de mon fonds d'études. Jubiler, c'est pour les gens faibles, qui ont besoin d'une validation extérieure. Je n'aurai plus jamais besoin de rien de la part de ces gens. Ils étaient complètement hors de propos. Ils n'étaient que des fantômes dans mon périmètre. J'ai décollé mes épaules du mur de plâtre froid. Je me suis avancé. J'ai marché d'un pas régulier, lourd et mesuré, directement à travers le centre du salon. Plus tôt dans la journée, Arthur m'avait banni par la porte de derrière. Il m'avait ordonné de ne pas marcher sur ces nouvelles moquettes. Parce que la saleté de mes bottes était offensante, pour son image de grand bourgeois. Je n'ai pas marché sur les bords de la pièce. J'ai marché en plein centre. Les épaisses semelles en caoutchouc de mes bottes tactiques, incrustées de boue, se sont enfoncées profondément dans la moquette blanche, immaculée et hors de prix. J'ai laissé une traînée de terre et de saleté séchée, en plein milieu du royaume ruiné d'Arthur. Je n'ai pas jeté un regard en arrière, vers la femme qui pleurait sur le sol. Je n'ai pas regardé l'homme brisé près du bar. Je suis passé droit devant eux. J'ai posé ma main sur la rampe en bois, et j'ai commencé à monter les escaliers pour emballer mes affaires. Tôt le lendemain matin, un épais brouillard gris recouvrait la côte de Mendocino. La maison aux lattes blanches baignait dans un silence étrange et suffocant. C'était le silence lourd et mort de personnes coupables, qui se cachent dans leur chambre, terrifiées à l'idée d'affronter la lumière du jour. Je me suis réveillé bien avant que le soleil ne perce la couche marine côtière. L'air dans mon ancienne chambre semblait vicié et étouffant. Il n'y avait pas grand-chose à emballer. Mon lourd sac de sport en toile contenait déjà tout ce que je possédais. J'ai attrapé l'épaisse fermeture éclair en métal, et je l'ai tirée. Le bruit de grattement sec des dents qui se verrouillaient, a résonné bruyamment dans la pièce silencieuse. J'ai passé la lourde sangle sur mon épaule droite. Je n'ai même pas pris la peine de jeter un coup d'œil en arrière, vers l'immense placard rempli des vêtements de marque de Clarabelle. L'objectif était entièrement sécurisé. Les éléments hostiles s'étaient autodétruits. Il n'y avait absolument aucune raison tactique de tenir cette position une seconde de plus. Je suis descendu au rez-de-chaussée. Le salon était toujours une zone sinistrée. Les restes brisés de la flûte à champagne en cristal étaient toujours incrustés dans le tapis persan. La boîte à bagues en velours, hors de prix, trônait intacte à côté du seau à glace. Je n'ai pas pris la porte de derrière cette fois-ci. J'ai marché droit dans le couloir principal, j'ai déverrouillé le pêne dormant, et j'ai poussé la lourde porte d'entrée en chaîne. L'air glacial du Pacifique m'a frappé le visage instantanément. Mon souffle s'est transformé en un mince nuage de fumée blanche. Je me suis arrêté sur la marche supérieure du porche. Ethan Maddox se tenait au bout de l'allée. Il appuyait ses larges épaules contre le panneau latéral d'un pick-up sombre et robuste. Il portait une veste en toile délavée. Il tenait un gobelet de café en carton d'une main détendue. Il n'était pas là pour faire un scandale. Il attendait simplement. Quand Ethan m'a vu sortir de la maison, il s'est décollé de son pick-up. Il s'est tenu droit. Il n'y avait aucune gêne entre nous. Juste la compréhension mutuelle et silencieuse de deux personnes, qui savent exactement quelle quantité de sang l'autre a pu voir. Major, a dit Ethan. Sa voix était un grondement bas et régulier, dans l'air froid du matin. Je voulais juste m'assurer que vous sortiez de cette zone de tir en toute sécurité. C'était une déclaration simple. Mais elle portait le poids d'un respect absolu. Il traitait mon départ comme une extraction d'une zone hostile. J'ai ajusté la lourde sangle en toile sur mon épaule. Je sais me débrouiller, commandant. Mais j'apprécie ce que vous avez fait là-dedans la nuit dernière. Ethan a secoué la tête. Il a pris une longue gorgée de son café noir. Ne me remerciez pas. Mon équipe et moi,
c'est nous qui vous devons des remerciements. Il a légèrement levé son gobelet en carton, dans un ultime salut informel. Bon voyage, panthère noire. Il a ouvert la portière de son pick-up. Il est monté dans la cabine et s'est éloigné, disparaissant dans l'épais brouillard côtier. J'ai traversé l'allée de graviers humides en direction de mon SUV cabossé. J'ai jeté mon lourd sac de sport dans le coffre. Les charnières rouillées ont gémi, alors que je claquais le haillon. Le grand bruit métallique a résonné sur la propriété silencieuse. Derrière moi, la porte d'entrée en bois de la maison a grincé. Je me suis retourné. Arthur se tenait dans l'embrasure de la porte. Il portait un pyjama gris froissé. Ses épaules étaient affaissées, et les poches sous ses yeux étaient sombres et lourdes. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 bonnes années, en une seule nuit. Ses mains serraient fortement le cadre en bois de la porte. Ses jointures étaient blanches. Il se tenait entièrement à l'intérieur de la maison. Il n'a pas fait un seul pas sur le porche. Clarabelle était introuvable. Elle était probablement enfouie sous ses couetteurs de prix, se rongeant les sangs de honte pour avoir perdu son ticket d'or. Arthur a ouvert la bouche. Ses lèvres ont tremblé. Il m'a regardé, debout à 10 mètres de là, près de mon SUV. Alicia. Sa voix s'est brisée. C'était un son faible et pathétique. Des excuses vides, mortes dans la gorge d'un lâche fini, qui n'avait pas le courage d'assumer la responsabilité de ses propres actes. Il avait volé mon fonds d'études. Il avait permis à ses partenaires commerciaux de me traiter de déserteuse. Il m'avait traité de déchet en face. Et maintenant, debout dans les ruines de son ascension sociale, il ne parvenait même pas à forcer les mots « je suis désolé ». Je me suis tenu près du pneu arrière de mon SUV. J'ai regardé droit dans les yeux de l'homme qui partageait mon ADN. Je ne lui ai pas hurlé dessus. Je n'ai pas réclamé les milliers d'euros qu'il m'avait volés il y a 10 ans. Le traîner dans une salle d'audience ne ferait que m'enchaîner à ce marécage toxique, pour 5 années supplémentaires. S'engager avec lui, de quelque manière que ce soit, était un pur gaspillage de munitions. Je l'ai regardé, et j'ai laissé échapper une courte expiration froide par le nez. J'ai étiré le coin de ma bouche en un léger sourire narquois et sans vie. C'était un sourire assez tranchant pour couper du verre. C'était la rupture absolue et définitive de notre lignée. Je lui ai tourné le dos. J'ai ouvert la lourde porte en acier de mon SUV, et je suis monté sur le siège conducteur. Je ne lui ai pas dit au revoir. Je ne l'ai pas regardé dans le rétroviseur. J'ai enfoncé la clé métallique dans le contact, et je l'ai tourné fermement. Le lourd moteur V8 a rugi. Le grondement sourd et profond de l'échappement a complètement englouti le silence pathétique de la Maison Blanche. J'ai attrapé le levier de vitesse, j'ai passé la marche avant, et j'ai écrasé ma botte sur la pédale d'accélérateur. Les lourds pneus en caoutchouc de mon SUV ont creusé durement le gravier meuble. J'ai enfoncé ma lourde botte sur la pédale d'accélérateur. Les pierres et la terre ont volé, dans un nuage violent et crépitant. Ils ont aspergé le porche d'entrée, autrefois immaculé, de la maison aux lattes blanches. Je me fichais éperdument de la peinture. J'ai levé les yeux vers le rétroviseur. La maison. Ma prison psychologique pendant 32 ans. Elle a rétréci rapidement dans le verre. De plus en plus petite. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement, derrière une épaisse ligne de pin côtier. À la seconde exacte où la maison a disparu de mon champ de vision, un poids massif et écrasant s'est brisé dans ma poitrine. C'était comme cracher une gorgée de sang, pour enfin prendre une profonde inspiration d'air pur. J'ai agrippé le volant en cuir. Mes jointures ont perdu leur rigidité crispée. Le sang qui pompait dans les veines d'Arthur et de Clarabelle ne signifiait absolument plus rien pour moi. L'ADN n'est qu'un accident biologique. Un simple coup de dé. La famille, ce n'est pas les gens qui partagent votre nom de famille, pendant qu'ils vous font les poches. La famille, ce sont les gens qui portent le même uniforme. Ceux qui sont prêts à se traîner à travers le béton en feu et l'acier déchiqueté, juste pour vous garder en vie. Ceux qui font un salut net et franc, dans une pièce remplie de lâches. Je me suis engagé sur la Pacific Coast Highway. L'asphalte noir s'étendait, large et vide, le long des falaises. J'ai retiré ma main droite du volant. J'ai atteint la poche de poitrine de ma veste de treillis délavée. J'ai attrapé la lourde fermeture éclair en métal, et je l'ai baissée. J'ai plongé la main à l'intérieur. J'en ai sorti le reçu bancaire jauni et plié. La preuve,
vieille de 10 ans, d'un fond d'études volé. Je l'ai tenue en l'air, le plaquant contre le volant avec mon pouce. Je pouvais conduire directement au bureau d'un avocat, en ville. Je pouvais déposer une énorme plainte au civil contre Arthur. Je pouvais le traîner dans la boue dans un tribunal public, geler le reste de ses actifs, et le jeter légalement à la rue. Il le méritait. Mais faire cela, signifiait que je devrais revoir son visage pathétique. Cela signifiait que je devrais m'asseoir dans une pièce stérile, et l'écouter mentir sous serment. Cela signifiait rester enchaîné au marécage toxique de la famille Butler, pour 5 autres années de guerre juridique. Je refusais d'être leur victime plus longtemps. Je refusais de jouer à leur jeu malsain. J'ai pincé le bord supérieur du papier épais entre mes doigts. J'ai écarté mes mains. Crac. Le bruit du papier se déchirant en deux a été incroyablement fort dans la cabine silencieuse du SUV. J'ai empilé les deux moitiés ensemble. Je les ai déchirés à nouveau. En quart, puis en huitième. Le bruit sec et grinçant du papier qu'on déchire a été la chose la plus satisfaisante que j'ai entendue depuis 10 ans. J'ai tendu le bras, et j'ai appuyé sur le bouton de la vitre. La vitre épaisse est descendue. Le vent glacial du Pacifique s'est engouffré violemment dans la cabine. Il a fouetté mes cheveux sur mon visage. Il transportait l'odeur forte et mordante de l'eau salée, de l'asphalte humide, et de la liberté totale. J'ai tendu mon poing fermé par la fenêtre ouverte. Le vent a martelé mes articulations. Il me devait une enfance. Il me devait 3 ans de double service dans un dîner graisseux. Il me devait ma prime de risque, gagnée dans une zone de combat hostile. Il me devait de vraies excuses. Mais j'effaçais la dette. Jusqu'au tout dernier centime. J'ai ouvert la main. Le vent violent de la côte a instantanément arraché les minuscules lambeaux de papier de ma paume. Les morceaux se sont envolés dans l'air gris du matin. Ils se sont éparpillés sauvagement derrière le pick-up. Comme de la neige sale disparaissant au-dessus du bord de la falaise rocheuse. Les laisser seuls n'était pas une capitulation. C'était une exécution calculée. Je les laissais pourrir dans leur propre humiliation publique. Les partenaires commerciaux d'Arthur lui tourneraient le dos. Les riches amis de Clarabelle la banniraient de leurs cercles sociaux. Leur fausse façade de haute société était complètement détruite. C'était une punition bien plus brutale que tout ce qu'un juge ne pourrait jamais prononcer. L'autoroute faisait une courbe serrée, le long du littoral. Le soleil a enfin franchi le sombre horizon. Il s'est élevé du bord de l'océan. Une vague massive de lumière dorée, brillante et aveuglante, a inondé l'eau sombre. Le soleil du matin a frappé droit à travers le pare-brise du SUV. Il a baigné l'intérieur froid de la voiture, d'une chaleur intense. J'ai laissé ma main gauche reposer sur le cadre de la fenêtre ouverte. La lumière crue du soleil a frappé la cicatrice pâle et dentelée, qui barrait mon poignet. Pendant des années, Clarabelle avait exigé que je la garde cachée sous des manches longues, pour ne pas ruiner son esthétique. J'ai baissé les yeux sur la chair ruinée. Elle n'était pas laide. C'était un lourd morceau de fer durement gagné. Le reçu permanent d'une survivante. J'ai relevé les yeux vers l'autoroute vide, qui s'étendait sur des centaines de kilomètres. J'ai pressé ma lourde botte tactique jusqu'au plancher. Le moteur V8 a rugi. Ses vibrations ont traversé le châssis en acier du pick-up, noyant le bruit des vagues qui se brisaient. Je suis un soldat. Et un soldat ne demande jamais la permission d'être libre. La vraie liberté, c'est quand vous arrêtez de demander la permission aux personnes qui vous ont piétiné, pour enfin vivre votre vie. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Et commentez ci-dessous avec la décision la plus courageuse que vous ayez jamais prise, pour éliminer les personnes toxiques de votre vie.